Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 4 août 2024. Pour moi, il est 22 heures. Pour nos amis qui sont en Europe, il est 16 heures. Nous avons 6 heures de décalage. Et j'ai le plaisir d'accueillir trois invités aujourd'hui afin de discuter d'un sujet important, la Chine, mythe et réalité. Notre but est d'informer nos compatriotes sur ce qui se passe vraiment en Chine. Et j'ai voulu pour cela inviter trois personnes avec des profils différents. Nous avons Ludovic Basillon, qui est un citoyen français qui réside en Chine. Nous avons également David Bassir, qui est un élu de la République, conseiller des Français étrangers pour la Chine du Sud, donc Canton, Shenzhen, Zhuhai, etc. Il nous dira plus exactement ce qu'il en est. Et enfin, nous avons Maurice Portige, que mes abonnés connaissent plutôt bien, je pense maintenant, parce qu'il a déjà fait deux vidéos récemment sur les européennes et puis les législatives, qui est quelqu'un qui connaît très bien les Français étrangers, ancien ambassadeur, désormais en Hongrie, mais il a été en poste en Chine, c'est pourquoi il connaît très bien ce pays. Donc je voudrais vous dire à tous les trois un grand merci pour cette première fois. C'est une première fois pour moi aussi voilà, c'est pas une émission, mais bon, voilà, j'aimerais bien qu'on puisse faire ce genre d'émission une fois par semaine, peut-être tous les dimanches, sur des sujets différents. Aujourd'hui sur la Chine, mais la semaine prochaine peut-être sur un autre sujet. Voilà, voilà, bon, j'arrête de raconter ma vie. Je vous laisse vous présenter en quelques mots. Par qui on commence? Alors peut-être Ludovic, comme je vous ai présenté dans cet ordre. D'accord. Alors, je m'appelle Ludovic Basillon, j'ai 33 ans, je suis français, donc j'habite à Hong Kong, à Canton depuis, on va dire, 12 ans environ. J'ai fait d'abord des études de chinois à l'université Lyon 3 et je suis parti en échange une première fois en licence au campus de Sun Yat-sen à Zhuhai et une seconde fois au campus de Sun Yat-sen à Canton. Une fois que j'ai fini mon master sur place, j'ai, euh, j'ai- je me suis lancé dans le e-commerce parce que malheureusement, seulement des études de langue de chinois ne me permettaient pas d'avoir un bon débouché en France. Et puis, comme il y a encore une industrie en Chine et donc on peut trouver facilement de quoi produire et de quoi vendre dans le monde entier, donc c'était parfait. Donc, je me suis lancé dans le commerce et commerce de figurines, de modèles comme ça. Voilà. Ok, très Et bien. voilà, c'est à peu près tout. Et tu te plais bien en Chine. On a déjà fait une vidéo d'ailleurs il y a quelques jours. Ouais, J'invite ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo à la regarder. Je l'ai intitulée Un patriote français en Chine. Donc voilà, c'est la dernière vidéo sur ma chaîne d'ailleurs. Alors, on passe à David. Comment vas-tu, David? Très bien, Marc. En tout cas, merci pour cette initiative là, de réunir un, voilà, des compatriotes différents d'horizons et justement de parler de la Chine, c'est quand même important en ce moment. Juste pour me présenter, je suis David Bassir, donc je suis professeur d'université et à partir de septembre, je serai basé plus proche de Canton, dans un institut franco-chinois qui a été monté par le CNAM. Donc ma première découverte de la Chine, ça s'est fait en 2007, où j'étais prof invité à une université qui était à Xi'an, comme on appelle les gens qui connaissent la Chine, c'est la ville impériale, ou plutôt l'entrée de la Chine. Et après, je suis passé par une parenthèse de diplomatie, où j'étais attaché pour la coopération scientifique à Canton. Donc voilà, j'avais exercé une partie dans la diplomatie. Donc, ça m'a permis un peu de connaître l'autre côté de ce qu'on appelle administratif. Et depuis, j'ai l'étiquette d'élu, donc grâce à la communauté française qui est quand même importante dans la circonscription du Sud. On espère comment dire, qu'on aura un peu plus de compatriotes qui se déplaceront dans cette zone qui est, il faut le rappeler, c'est quand même une des provinces qui se développe le plus et qui contribue beaucoup au GDP chinois.
Et voilà, donc je serai là en tout cas pour les Français qui écouteront cette vidéo, si à l'occasion ils passent par Canton ou Shenzhen, parce que je sais que la province du Sud c'est très grand et on a Zhuhai, on a Hainan, Guangxi, on a donc c'est quand même et surtout ceux qui sont de Wuhan et Chengdu, donc vous êtes les bienvenus si vous passez par le Sud. Ok, très bien, merci David. Et Maurice, tu as la parole. Est-ce que tu peux te présenter, partager ton expérience? Merci Marc. Je suis un diplomate à la retraite, un ex-ambassadeur. Pour ce qui concerne la Chine, j'ai été en poste pendant 4 ans comme conseiller culturel. De 80 à 84, c'était au moment où la politique d'ouverture venait d'être lancée par Deng Xiaoping. Et puis ensuite, je suis revenu en Chine à la retraite en 2008, l'année des Jeux Olympiques, jusqu'en 2019. Donc j'ai fait une nouvelle ou deux nouvelles carrières post-administratives, puisque pendant cette période-là, j'ai dirigé une entreprise française pendant 8 ans à Kunming dans le Yunnan. Et j'ai été également, parallèlement, professeur associé à l'Institut de diplomatie de Pékin pendant 4 ans. Même chose à l'université de Wuhan pendant 6 ans. Donc, je cumule une expérience diplomatique, industrielle et universitaire. J'ajoute que je parle chinois, évidemment. J'ai fait des études de chinois, je suis diplômé des Langzhou et je parle chinois, donc j'ai une vision intérieure de la Chine. Voilà brièvement ma présentation pour ce qui est de ma compétence chinoise. Très bien. Alors, je dirais que c'est un profil très impressionnant et je suis très heureux de t'accueillir, ainsi que David et Ludovic, dans cet échange. Alors, cet échange aujourd'hui, c'est un petit peu un premier test. Je n'ai pas une longue liste de questions à vous proposer. Je voulais que ce soit un échange assez informel, mais j'ai quand même une question qui me vient tout de suite à l'esprit parce que c'est d'actualité, parce que plusieurs personnes m'ont fait des commentaires ces derniers jours. C'est les Jeux Olympiques et comment ils sont perçus en Chine. Et notamment, j'ai fait un tweet récemment en disant que en expliquant pourquoi les Chinois avaient laissé cette cérémonie non censurée en Chine, etc. Et donc, j'ai eu certains commentaires me disant, alors oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, j'ai des amis qui m'ont dit la même chose, ils ne comprennent pas ce qui s'est passé en France, c'est nul, c'est woke, c'est de la propagande, la France c'est devenu, c'est un truc de fou, etc. Mais il y a d'autres commentateurs qui m'ont dit, mais non, regarde, on a Philippe Catherine qui est devenu une star en Chine, ils ont fait des desserts, des gâteaux avec le bonhomme bleu, etc. Au contraire, les Chinois sont très ouverts, ils trouvent que que c'est drôle. Donc, je n'ai pas eu le même sentiment. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous, à votre niveau, vous en pensez? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Alors, qui peut réagir sur ce sujet? Peut-être Ludovic, parce que c'est toi Ben, qui m'as parlé un petit peu. Tu c'est m'as moi qui t'ai dit. ouais, tu m'as donné un petit peu ce sentiment de ton entourage. Voilà, donc certains vont te répondre en te disant que ben non, c'est pas vrai, ça se passe très bien en Chine, ils adorent la cérémonie. Voilà. Ben, c'est Qu'est-ce pas que tu qu'ils dis? adorent. Ceux qui n'ont pas aimé la cérémonie, en général, ils ont pas vraiment compris. Ils ont peut-être pas tout à fait les connaissances sur la France et tout ça. Par exemple, sur la décapitation de Marie-Antoinette et tout ça. Alors, on a certains, justement, avant-hier, j'étais au bar et j'ai rencontré quelqu'un qui trouvait ça plutôt bien fait, tout ça, mais ils, ils n'ont pas peut-être ce qu'il y a derrière. Ils n'ont pas assez peut-être Oui, saisi non, ce pas qu'il y tous a les derrière. codes. Bon, là, on est bien d'accord. Voilà, voilà. C'est un peu comme si moi je faisais une cérémonie spéciale pour le PCC, que pour présenter le PCC, je faisais les séances de critique en public, où c'était à peu près du même acabit que la décapitation de Marie-Antoinette. Mais après, par exemple, pour parler de Philippe Catherine en bleu, ça leur rappelle la culture populaire parce que il ressemble exactement aux arhats dans la religion bouddhique
peints, qui sont à la peau bleue, un peu gros comme ça, soit en armure, soit un peu, soit à moitié nu. Et donc, c'était un rapprochement, ils ont vu ça comme un rapprochement avec ce qu'ils connaissaient culturellement. C'est pour ça qu'ils ont dessiné des gâteaux, des choses comme ça. Euh, j'ai vu un mème passer où justement ils utilisaient les dramas chinois qui parlaient de justement les pérégrinations vers l'Occident avec le moine qui va, Xuanzang, qui va chercher les sutras bouddhiques. Et donc, dans ce vieux drama, il y a exactement plus ou moins le Philippe Catherine qu'on a vu pendant l'émission. Donc, ça leur a rappelé ce qu'ils avaient vu il y a 10-15 ans, voire 20 ans. Tu confirmes que c'est un petit Donc, peu un effet ces drôle, images-là. quoi. Voilà, donc c'est peut-être ni Voilà, positif ça leur a ni fait un effet négatif, drôle. Ils ont pas. c'est cliché. C'est comme nous, moi j'aurais pu penser que ça ressemble à un schtroumpf, ça me fait rire, je fais un gâteau, puis voilà. Voilà. D'accord. Voilà. Est-ce que Maurice, que tu confirmes cela? Est-ce que tu sais de quoi parle Ludovic, le personnage bleu? Moi, je connais pas. Ah, on a perdu le son, je crois. Il y a peut-être un petit problème de connexion. Dans l'image aussi, je crois. Oui. Alors peut-être qu'on va revenir dessus. On va passer à David entre-temps. Est-ce que David, tu es au courant de ça? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as des amis? Je crois qu'il Euh, faut. Ah, bah, attends, écoute, attends. Allô. il y a Maurice Il est qui. revenu. C'est bon, on a retrouvé Maurice. Alors, Oui, on a perdu quelques secondes, Maurice. oui, je disais que comme je ne vis pas en Chine, je ne peux pas avoir le même regard et le même témoignage que vient de faire Ludovic. En revanche, j'ai eu des échos provenant d'amis chinois qui passaient des vacances à Paris et qui voulaient justement regarder les Jeux Ah olympiques. oui, Et eux intéressant sont alors. des gens d'une autre génération, ce sont des gens de ma génération, c'est-à-dire qui ont entre 40, entre 50 et un peu plus de 60 ans. Et eux, évidemment, ils ont un autre regard. Ils ont été un petit peu étonnés. D'abord, ils n'ont pas très bien compris. Ils n'ont pas très bien compris le message que voulait donner la France à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture. Ils n'ont pas fait apparemment le rapprochement historique que Ludovic vient d'évoquer. En revanche, ils ont été choqués les drag queens. Ils ont été choqués par le côté LGBTQ de la cérémonie d'ouverture. Voilà, c'est tout. Mais ils n'en font pas un plat, hein. En fait, ils sont très très indifférents à toutes ces choses-là. Ils m'ont dit ceci, c'était pas un scandale. Nous, c'est autre chose. Nous, la France et le monde occidental, jusqu'à l'Amérique latine et même l'Afrique qui connaît bien l'Europe, ça projette une autre dimension, une autre image qui est beaucoup plus critiquée ou critiquable. Mais pour les Chinois, c'est tellement loin de leur horizon que c'est pas un problème pour eux. Après, j'ai envie d'ajouter que les Chinois s'en doutaient un petit peu que tout ce qui est français, occidental, assez libéral, ça risquait d'être un petit peu too much. Donc, ils ont pas été scandalisés. À mon avis, ça leur a Oui, fait rire. Puis voilà. oui, ils n'ont pas été surpris, voilà. Ouais, très bien. Et toi, David, tu as des retours aussi de tes amis? Ben, moi, j'ai de la chance. Là-bas, en Oui, ce moment, là, t'as tu ta as. femme qui est chinoise aussi. Ouais. Voilà, comme j'allais dire, j'étais en même temps en Chine et en France en même temps, puisque en ce moment, je suis à Paris pour les vacances. Et en même temps, j'ai regardé, j'ai suivi comme tout le monde, hein, comme les milliards de personnes à travers, enfin, avec ma femme. Hein, donc, on avait deux regards différents, un français et un chinois en même temps. Et c'est vrai que, bon, bon, c'est vrai, il faut avoir comment dire, une connaissance un peu de l'histoire de la France avant pour comprendre en temps réel ces événements. C'est vrai, on n'avait pas la même réaction entre moi et ma femme. Je voyais que elle, c'était plutôt amusant. Mm. Elle était indifférente. Autant elle disait bon, autant que moi. C'est vrai, il y a des scènes sur le moment ça m'a interpellé. C'est vrai que on a un peu l'histoire de la France, les décapitations, l'histoire, la scène. Donc c'est vrai, mais il y avait aussi des moments qui étaient très sympathiques, hein, avec Ah oui, bien sûr, je confirme. le cheval, comment dire, voilà, qui a traversé la Seine et que voilà, on avait euh, il y avait à la fin la clôture avec Céline Dion quand même qui était assez impressionnante. C'est vrai que
ma femme, en même temps, elle comprenait pas pourquoi je réagissais un peu différemment par rapport à elle et que pour elle, c'était marrant, c'était rigolo, Ouais, bon, après, je pense que c'était un peu genre de Schtroumpf qui se ouais, elle n'est présentait, pas mais concernée parce qu'elle est chinoise. Nous, on est concernés parce voilà, qu'on est français et nous, ça nous tient à cœur que la cérémonie nous représente parce qu'on est français, alors que les autres, ils voient ça voilà, différemment. Par contre, moi, j'aimerais bien savoir parce que tu as des enfants. Et tes oui. enfants, est-ce qu'ils ont vu la cérémonie? Et s'ils l'ont vu, est-ce Il qu'ils ont réagi? il il faut dire c'est vrai, il y a des choses que bon, c'est vrai, si j'étais quand même, hem, elle aurait dû être une partie de cette cérémonie, elle aurait dû être interdite à moins de 12 ans, hein, parce que c'est quand même, des séances de décapitation, c'est vrai, on les regarde pas avec des enfants. Et j'étais un peu, c'est vrai, j'étais un peu perdu, hein, parce que c'est quand même déjà, on met à la télé, on met des dessins animés. Parmi les dessins animés, on sélectionne ceux qui sont pour les enfants et pas. Alors que là, c'est vrai, il y avait des questions. Pourquoi elle a pas de tête? Pourquoi, voilà. C'est des choses qui sont assez choquantes pour les enfants et je pense que, pour ces jeux qui sont regardés avec, par plusieurs milliards, de personnes et y compris des enfants, je pense que c'est vrai, il y a des scènes qu'on aurait pu éviter. Si c'était un esprit pour que tout le monde regarde, je pense que, mais bon, il faut dire que c'était très bien fait pour une première, une cérémonie à ciel ouvert, Oui, globalement, de techniquement, c'est bien Paris. fait. Oui, oui. Techniquement, c'était, quasiment un challenge. C'est Je juste pense certains choix quand, ce qui peuvent. voilà, il y a Voilà, on des peut se poser des questions. certaines séquences qui sont un peu plutôt pour les enfants. Moi, en ce moment, rien ne me choque, voilà, les minorités, ils sont là, donc ils ont besoin d'une représentation. C'est vrai que bon, mais il y a aussi de majorité et que, bon, après, c'est un regard différent, mais vis-à-vis des Chinois, je pense qu'ils prenaient ça, avec humour, D'accord. si tu peux Bon. me permettre. Maintenant, est-ce que. Après, Oui, si je oui. peux encore ajouter, ils sont pas, les Chinois, ils sont assez laïcs, on va dire, sur ça. Donc bon, l'attaque sur le christianisme, pour eux, c'était pas Oui, quelque chose ils sont pas concernés, d'incroyablement ils sont important, quoi. Voilà. oui, tout à Ça, fait. c'est sûr que. Tout à fait. Alors, comment, je vais passer à une question plus générale, comment les Chinois voient les Français en ce moment, d'après vous? C'est quoi vos retours? Ou inversement, la façon dont les Français voient la Chine? Voilà, est-ce que vous avez un sentiment, est-ce que vous avez une information qui devrait être à la portée de nos compatriotes français sur les idées, voilà, entrant dans le vif du sujet, comment est la Chine aujourd'hui? Comment elle est vue? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Qu'est-ce qu'on peut dire dessus globalement? Est-ce que, alors Maurice, je pense que tu as sans doute des choses à nous dire parce que ça te tenait à cœur de me parler de la Chine. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aborder le sujet? Oui, Marc, ce qui m'a donné envie d'aborder le sujet, c'est que on constate depuis un certain temps qu'il y a une espèce de sinophobie qui est en train de croître dans notre pays, une sinophobie qui est due, à mon sens, à deux éléments, deux facteurs. Le premier, c'est une ignorance de la Chine, je reviendrai là-dessus, et puis à la propagande américaine. On a le sentiment que les médias, surtout français, ont adopté le narratif américain anti-chinois, puisque la Chine, chacun le sait, est sinon l'adversaire, du moins le concurrent le plus direct, le plus important pour la domination américaine sur le monde. Donc il y a une propagande qui va dans ce sens-là et qui se déverse en Europe et en particulier en France. Et cette xénophobie me paraît dangereuse parce que il faut, euh, il faut faire très, très attention. On n'a pas affaire à n'importe quel pays. La Chine est, chacun le sait, la deuxième puissance économique mondiale. Selon certains chiffres, elle serait même la première. Bon, ne discutons pas trop là-dessus. En tous les cas, elle est très puissante d'un point de vue économique. C'est évidemment une puissance nucléaire, c'est une puissance militaire. Il faut faire très très attention quand on traite avec un pays de cette nature, sans compter que l'histoire nous a montré que la Chine ne veut plus connaître l'humiliation que l'Occident lui a fait connaître au XXe siècle. Alors, ça, c'est le deuxième facteur, le facteur politique. Le premier facteur, c'est l'ignorance.
Vous vous souvenez que dans les années 70, 80, 90, on disait aux jeunes Français, il faut absolument que vous alliez visiter les États-Unis, voir que vous fassiez des études supérieures aux États-Unis, parce que là, les États-Unis, c'est la première puissance mondiale, c'est un pays tellement important, et si vous voulez comprendre le monde, etc., il faut absolument que vous connaissiez les États-Unis. Bien, ce qui est tout à fait exact. Je pense que le même raisonnement doit s'appliquer à la Chine. La Chine aujourd'hui est devenue incontournable. On ne peut pas se contenter de l'ignorer. Ignorer la Chine, c'est s'ignorer soi-même. Donc, il faut que les Français, les jeunes en particulier, aient leur propre expérience personnelle de la Chine, aillent rendre visite à ce pays, voient un peu ce qui s'y passe, voient comment il est en ce moment, et puis éventuellement, pour les plus curieux, d'étudier la langue chinoise et l'histoire, la culture, la civilisation qui sont extrêmement intéressantes. Voilà, en introduction, ce que je vais vous dire. Mais en plus, après, je pourrais peut-être élaborer un petit peu plus sur la Chine que j'ai connue misérable, les Mhm. 80, et la Chine d'aujourd'hui, deuxième puissance économique mondiale. D'accord. J'ai parlé récemment avec Ludovic, qui, je pense, me disait la même chose. On avait conclu notre vidéo en disant, mais voilà, prenez votre billet d'avion, venez en Chine. Tu confirmes que tu es sur la même longueur d'onde, Ludovic? Oui, oui, je confirme. Et puis d'ailleurs, la Chine, maintenant, elle a plus tendance à s'ouvrir qu'à se refermer. Comme je disais aujourd'hui avec un internaute, euh, maintenant, la Chine autorise une bonne partie des pays européens à venir, les résidents des pays européens à venir sans visa en Chine pendant 15 jours. Mais cette exemption de visa, en fait, n'est pas et à durée illimitée parce qu'il suffit de sortir Hong Kong pour revenir. Donc, vous pouvez vivre pratiquement indéfiniment en Chine. Vous avez maintenant pratiquement tous les hôtels qui vont être obligés d'accepter les étrangers, ce qui n'était pas le cas avant. C'est une ouverture. Il y a aussi pour les entrepreneurs, avant, quand on devait faire une entreprise en Chine, on devait avoir un superviseur chinois. Donc, en général, on essaie de trouver un ami ou alors il y avait des agences qui proposaient. Maintenant, cette loi est terminée. Donc, une seule personne peut ouvrir une personne étrangère peut ouvrir une entreprise sans avoir de superviseur chinois. Donc, c'est une bonne avancée. Donc, sur ce point-là, la Chine essaie d'attirer davantage de monde pour justement pour connaître un peu mieux la culture chinoise, pour essayer de contrer ce narratif américain, surtout qui a commencé depuis le Covid. En fait. Depuis le Covid, encore sur les réseaux sociaux, on peut voir toujours des messages en rapport avec le Covid, les Chinois, le pangolin et tout ça. Donc, je pense que sur ce point-là, la Chine a assez compris que il était temps d'arrêter d'être aussi fermé et d'essayer d'attirer davantage de personnes pour lutter contre ces discours, quoi. Après, oui, je pense que ça serait bien que les jeunes, en tout cas, viennent en Chine, s'ouvrent l'esprit avec un peu la culture chinoise et puis surtout la philosophie que je trouve assez, comment dire, assez inspirante, surtout en particulier le taoïsme, avec les règles du yin et yang, on n'est pas obligé de voir tout en noir ou tout en blanc. C'est la philosophie chinoise et je pense que ça peut permettre à beaucoup de monde de, 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 de faire d'avoir un meilleur Il faut avenir. faire sa propre idée. Ouais. Voilà, de Et se faire bon, sa propre idée et même dans sa vie de pouvoir avancer, de mieux avancer quand on rencontre un échec. Selon la philosophie chinoise, c'est pas forcément un échec, ça peut apporter le bonheur par la suite et un bonheur peut apporter le malheur par la suite. Enfin voilà. Et donc je pense que si on arrive à saisir un peu la quintessence de la philosophie chinoise, ça peut être très utile dans la vie personnelle. tout à fait. Donc, on invite nos Français à découvrir la Chine. Alors, parmi ceux qui l'ont le mieux découvert, peut-être, on peut dire que c'est David, parce que lui, il est marié à une Chinoise. Et pas seulement, moi, je suis marié à une Hongkongaise, mais lui, il est marié avec une Chinoise de Chine continentale et il a des enfants avec. Donc, tu es peut-être le mieux pour parler des différences culturelles, etc. Est-ce que toi, David, tu observes qu'il y a cette sinophobie en France? Comment tu l'exprimes et comment tu vis ça? Est-ce que toi, ta femme, elle est victime de sinophobie ou est-ce c'est quoi ton expérience?
Comment dire? C'est vrai, c'est que, bon, la Chine, en ce moment, ça fait, comment dire? Ça fait envier parce que c'est une économie en plein développement. C'est vrai que jusqu'à il y a 20 ans, la Chine ne faisait, voilà, tout le monde regardait, cette progression, mais on disait: «C'est très bien», parce que tout le monde était gagnant. Et je pense que les 10 dernières années, il y a des il y a des gens dans l'Occident en général, parce que c'est quand même ils ont beaucoup investi en Chine et ils commencent à se dire: «Beh, là, en ce moment, on est en train de perdre, quelque chose». Et je pense cette crainte qui est, consciente ou inconsciente, vis-à-vis de la Chine, ça génère des peurs, des craintes et en même temps, ça fait des réactions de monsieur tout le monde à la fin, qui est au bout de la chaîne, qu'on commence à avoir des réactions vis-à-vis de la Chine et des Chinois qui n'a bon, moi je trouve ça un peu regrettable, dommage parce que c'est quand même, une civilisation qui existe depuis 5000 ans et que les nôtres, bon je dirais, des jeunes civilisations, on a encore beaucoup, beaucoup à apprendre, de la civilisation chinoise et que c'est pour cela que je me suis dit, la meilleure façon c'est d'épouser cette, culture et j'ai encore le temps d'apprendre tous les jours. Et c'est un peu, la question que je me pose, il a été mentionné par, Maurice, c'est que c'est vrai, c'était sous une impulsion, l'Occident en général commence à se comporter différemment vis-à-vis de la Chine et je ne sais pas si c'est une méfiance ou une jalousie, mais on le sent. On le sent, quand on est en Occident, quand on est en Europe, quand on est ailleurs, mais quand on est en Chine, on ne le sent pas parce que, c'est vrai, heu et je trouve que c'est un peu regrettable parce que derrière les discours, diplomatiques, c'est un peu dommage de dire: «Bon, on veut travailler avec la Chine», mais sur le tas, je parlerai juste d'un exemple, universitaire. À une époque, on avait beaucoup de coopération vis-à-vis avec la Chine qui se développait. On avait des instituts qui fonctionnaient très bien avec des échanges, réguliers des centaines, voire des milliers de Fr de Français qui venaient en Chine et des Chinois qui allaient, en France et on avait une diplomatie où on espérait avoir 50 000 à cette époque, il y a 15 ans ou 17 ans, on disait: «Allez, on va arriver à un chiffre de 50 000 Chinois en Europe, en France», plutôt en France parce qu'on voulait, avoir plus de Chinois que les États-Unis. Et là, en ce moment, je ne sais pas où il en est de ce projet-là, parce que là, on a de Là, moins il y en en a moins de combien en ce Chinois. moment? En ce moment, il y a combien de Chinois, d'étudiants chinois en France, Il y en ici? a beaucoup moins. Surtout maintenant, bon, on le voit dans les différentes structures, on veut moins attirer les scientifiques chinois en France, plutôt on veut les gens qui sont plus intéressés par la culture, la philosophie, ce qu'on appelle les sages. Mais les scientifiques, j'ai l'impression qu'on veut plus collaborer avec eux. Moi-même étant scientifique, c'est quand même, c'est un des points qui me frustre parce que c'est vrai, du jour au lendemain, on demande aux scientifiques de faire attention. On demande aux scientifiques de ne plus collaborer. C'est comme ce qui s'est passé avec la Russie. Du jour au lendemain, j'ai des collaborateurs, des amis qui travaillaient avec la Russie, qui faisaient des voyages réguliers avec la Russie. Du jour au lendemain, on leur dit non, Ouais, en fait, plus de collaboration. tout est Voilà. politique, j'ai Et l'impression. voilà. Et c'est que moi, je suis plus, disons, hem, plus pour le binaire. Je suis un peu scientifique, donc on peut pas, c'est quand même assez difficile pour des scientifiques comme nous, hem, de d'avoir de la politique à côté. C'est vrai, je suis élu, mais ça n'a rien avec la politique. Là, plus c'est une représentation de nos compatriotes français. Mais c'est vrai au niveau scientifique, quand il y a la politique qui se mêle, ben, ça veut dire que c'est quand même, ça porte préjudice à la science en général qui doit être un bien pour l'humanité et non pour un pays. C'est vrai, si on prend la science en tant que business, après c'est vrai chacun va défendre, disons son gâteau, mais c'est vrai en ce moment, la Chine elle est heureusement elle avance beaucoup en Chine dans différentes thématiques. Elle est première en chimie, en
matériaux, en informatique. C'est vrai qu'au niveau des publications, on les voit. Ça fait des jaloux et donc et beaucoup de Chinois, ce qu'on remarque, justement avec ce sentiment qui se développe, beaucoup de Chinois en Europe, en Occident, y compris aux États-Unis, commencent à revenir en Chine parce qu'ils se disent, Ils bah sont là, pas bienvenus. ils sont mal à l'aise. Mm. Il y a un sentiment de dire, comment dire, voilà, de Venez et bon, fidélité on à sent qu'ils sont. l'université ou au centre, Mm. et c'est quand même très mal à l'aise, ça met les gens très mal à l'aise et donc finalement ils finissent par revenir chez eux. Ce qui est très bien pour la Chine parce que ça fait un retour des cerveaux et je suis ravi de voir Mm. que c'est voilà. Mais d'un autre côté, l'Occident et l'Europe en particulier, on perd du Ouais, savoir, on perd on se d'expertise, prive des talents on se chinois prive, dont on pourrait voilà. profiter quelques années, quoi. Ouais. Voilà, Qu'est-ce il y a que. quelques années, on avait des laboratoires, j'ai visité beaucoup de laboratoires, il y a pas longtemps, je reviens d'un, comment dire? Des pays baltes et ils me racontaient qu'il y a juste 4 ans, ils avaient des laboratoires pleins de Russes, des Iraniens, des Chinois et des choses comme ça, ils étaient pleins. Maintenant, ils ont plus personne. On veut plus de Russes, on veut plus d'Iraniens, on veut plus de, machin, on veut plus de Chinois, on veut plus et à la fin, ils vont faire de la science avec quoi? Et ça, Alors, c'est vraiment dommage. qu'est-ce que Je suis peut-être tout que à fait Maurice a d'accord. quelque chose à ajouter parce qu'il Oui, connaît bien ce oui, oui. monde, la diplomatie, la politique. Qu'est-ce qui se passe, Maurice? Écoute, je suis tout à fait d'accord avec le tableau que vient de brosser David, hein. Cette attitude idéologique et politique à l'égard de la coopération scientifique internationale, euh, notamment la Chine et la Russie, c'est un aveu d'échec, un aveu de faiblesse, un aveu d'impuissance, plus Tout qu'autre à fait. chose. Et quand on a un pays comme la Chine qui est en train de se développer d'un point de vue scientifique et technologique, tout le monde sait que la Chine est le pays qui dépose le plus de brevets dans le monde. Exactement. On peut difficilement ne pas être dans le coup avec elle. Le fait de se méfier, c'est normal. Le pillage technologique, c'est un autre sujet. Le pillage technologique, tout le monde le fait, tout le monde le pratique. Les Américains en premier lieu. Nous aussi, mais de manière plus modérée, parce qu'on n'a pas les moyens des Américains, parlons clairement. Donc, dénoncer le pillage technologique chinois comme seule raison pour modérer ou ramener à la portion congrue une coopération scientifique et technique avec la Chine me paraît être très mauvais pour nous, en fait. Comme la politique des sanctions est mauvaise pour nous, ça se retourne contre nous. Après les Russies, maintenant on veut sanctionner l'Union européenne veut sanctionner la Chine, c'est une aberration. On n'est pas en mesure de sanctionner un pays pareil, qui en plus est maintenant stratégiquement allié avec la Russie et puis avec ce qu'on appelle le reste du monde, pour ne pas employer le terme américain du Sud global. Donc voilà, moi j'adhère totalement à l'analyse universitaire que fait David et je trouve cela déplorable. Je suis certain que dans le milieu scientifique français, il y en a beaucoup qui aimeraient avoir des contacts avec leurs confrères, leurs collègues chinois. Ah, il y a le micro qui s'est Voilà. arrêté, je crois. Ah, Alors, on t'entend plus, Maurice. Je ne sais pas ce qui Voilà. s'est passé. Euh, Il y a le micro. Alors, je crois qu'il y a un problème de micro, Maurice. Ah, ça y est, c'est Bon, revenu. non, c'est bon. Le micro s'est je arrêté disais que, pendant 10 secondes. je disais que la science, l'université et les laboratoires de recherche, c'est une chose. Il faut qu'ils travaillent ensemble. C'est comme ça que la science se développera. C'est ainsi que l'humanité progressera sur un plan scientifique et technique. L'isolement est totalement contre-productif. Lorsque la Chine s'était totalement isolée jusqu'à la fin de la dynastie Qing, et bien la Chine a été affaiblie. C'est la même règle. L'Occident ne devrait pas prendre cette direction-là. Et en revanche, le pillage technologique est également un fait réel. Il ne faut pas fermer les yeux là-dessus. Mais ça relève d'un autre registre. Et là, c'est d'autres moyens, d'autres mesures qui doivent être prises pour éviter ou pour diminuer drastiquement
le pillage technologique, mais il ne faut pas que ce soit un prétexte pour empêcher la coopération scientifique. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour renverser la tendance, pour que les mentalités changent et qu'on crée de nouveaux liens, y compris scientifiques, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire, David? Qu'est-ce que vous, en tant qu'universitaire, vous avez envie qu'ils se mettent en place? Euh, c'est vrai que c'est quand même assez difficile quand on se met. C'est quand même c'est quelque chose avec ce qu'on appelle des multicouches, hein. Ça dépend à quel niveau on se trouve dans cette coopération. C'est la communication entre deux oignons, si je peux me permettre d'expliquer ça. C'est que nous, on est un peu une couche voilà, qui collabore, qui est tout simplement des chercheurs ou des enseignants-chercheurs. Mais il y a aussi la direction, le service de relations internationales, le ministère, et ainsi de suite. Et donc, c'est vrai, en tant que, voilà, quand on est à une couche inférieure, on ne peut pas sortir et s'extraire de cet environnement facilement et d'aller coopérer sans l'accord ou l'aval en ce moment des établissements. Il y a une époque où on pouvait aller, ce qu'on appelle, parce qu'on était quand même des fonctionnaires et qu'on pouvait collaborer en toute liberté dans un cadre scientifique. En ce moment, toutes les collaborations extérieures, et en particulier avec des pays, comme on dit des coopérations sensibles, pas forcément qu'avec la Chine, mais vous savez, elle est soumise à des accords, elle est soumise à des validations. Et j'en passe un peu des nombres de signatures qu'il faut pour sortir de cet oignon. Et donc, c'est un peu difficile quand on est au centre de l'oignon, en tant que ce qu'on appelle au bout de la chaîne, parce que c'est nous qui sommes derrière, ou par exemple, pour avoir un doctorant pour qu'il aille sortir, se déplacer pour travailler avec un autre doctorant ailleurs, c'est quasiment parfois une mission impossible. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 c'est bon. absolument. Oui, 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 Donc, on entend. c'est vrai que tant que l'esprit général et que c'est vrai, en tant qu'élu, on côtoie aussi d'autres élus, et que quand on est en off, c'est vrai, on est un peu surpris, on ne sait pas comment réagir. On a un peu les pressions d'un côté et de l'autre. Mais il faut quand même laisser les scientifiques travailler. Parce que pour l'intérêt humain, des gens qui travaillent sur le cancer, c'est un peu dommage d'avoir chacun voilà, qui mettent autant d'énergie, autant d'argent pour avoir le même résultat. Les gens qui travaillent sur les piles, les gens qui travaillent sur l'hydrogène, les gens qui travaillent sur le... C'est complémentaire. euh, voilà, il y a des choses on ne peut plus ignorer vis-à-vis de la Chine. Ils sont largement en avance. Ils ont des moyens, au lieu de profiter et d'avoir ces compétences, l'associer avec nos compétences et avancer. On est en train, en ce moment, de freiner la recherche. C'est au lieu de dire, c'est comme je veux dire, les voitures électriques, hein, si je donne un exemple, d'un côté, les Chinois, ils sont largement en avance, la 6G, c'est au niveau de télécommunications. C'est vrai, au lieu de se dire, allez, on va utiliser, voir comment on attend que nous, on avance, on bloque tout jusqu'à ce qu'on arrive au On se niveau. méfie trop. C'est même pas se méfier, c'est qu'on bloque l'évolution humaine dans certaines régions du monde en attendant qu'on soit tous à égalité. C'est quelque chose, c'est comme si on attend demain que l'Afrique se mette au niveau des États-Unis pour qu'on puisse collaborer. Hmm. C'est pour un peu donner une caricature. Donc, moi, je me dis, il faut pas, il faut ouvrir les portes à cette volonté de coopération. C'est ce qu'ils font d'ailleurs les Chinois. Et c'est vrai, ils l'ont expérimenté pendant la période de Covid, après la période de Covid. Et en ce moment, ils sont en train de s'ouvrir, et je pense que, en discutant avec des amis, que la Chine va s'ouvrir encore beaucoup plus aux étrangers et toute coopération, parce que c'est dans leur intérêt d'avancer beaucoup plus vite. Ça devrait se J'espère faire que dans les deux nous, sens. D'ailleurs, là que les Français peuvent aller en Chine maintenant sans visa, même si pour 15 jours, mais ça peut changer, ça va être plus tard. Mais les Chinois ne peuvent pas aller encore en France sans visa. Donc ça fait partie des choses qui pourraient changer. Je pense que ça aurait du sens. moi je me C'est dis, pas, il faut déjà comment dire,
permettre à tous les Chinois, déjà toutes les catégories des Chinois qui ont les moyens de se déplacer, partir en vacances, les aider à partir en vacances. Il n'y a pas mieux que de découvrir le pays pour se faire une opinion. Quand j'étais en diplomatie, j'avais qu'une seule réponse à donner aux gens qui voulaient connaître la Chine. Je lui dis, je ne peux pas vous décrire la Chine, prenez votre billet d'avion, allez en Chine pour faire votre point de vue. Ça ne sert à rien de raconter parce que on peut passer des soirées à parler de la Chine, mais le meilleur moyen, c'est d'y aller parce que, à l'image de Shenzhen, il y a 20 ans, on ne parlait pas de Shenzhen et en ce moment, on la compare à Hong Kong. Donc, il faut y aller. Il faut y aller et encourager tous nos compatriotes français à découvrir la Chine et ouvrir un peu plus nos portes Et et inversement surtout, aussi, pour que les Chinois découvrent la France. Enfin, en tout cas, oui, tout à fait. Non seulement il faut d'habiter en France. leur donner plus de, comment dire, plus de visas et merci à nos collègues, à nos amis des consulats et des ambassades qui font beaucoup de travail, même s'ils sont un peu en sous-effectif en ce moment, parce que c'est vrai, il y a beaucoup plus de demandes. C'est vrai, il faut aider pour qu'il y ait plus de Chinois qui, qui voyagent et qui arrivent en France, mais il faut aussi savoir bien les accueillir, parce qu'en ce moment, avec cette ambiance un peu électrique vis-à-vis de la Chine, c'est un peu dommage. Qu'est-ce que tu en penses, Ludovic? Toi, tu as pas mal d'amis chinois. Je sais que dans ton entourage, c'est beaucoup de Chinois. Est-ce qu'ils ont envie d'aller en France? Est-ce que quelque chose les en empêche? C'est quoi que tu observes? C'est beaucoup de Français qui viennent en Chine, beaucoup de Chinois qui viennent en France. Quelle est la situation? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Bah déjà, oui, déjà sur la politique des visas, ça reste quand même assez compliqué pour pour un Chinois d'aller en France il faut je crois qu'il faut mettre, je sais pas combien d'argent sur un compte pour pouvoir faire son visa. Euh, Je pense que c'est à peu près 50 000. voilà, ouais. Mais En bon, fait, ça, c'est, c'est ce qu'ils demandent les agences. En fait, c'est ce qu'ils demandent les agences aussi de voyage chinoises pour quand ils organisent les visites, d'après ce que j'ai compris, pour le éviter front. que la personne s'y revienne pas. Bah, c'est les sanctions d'ailleurs quand il Non, y non, a dans les mais voilà. par exemple, pour Noël, j'avais ramené en France une amie chinoise et donc il fallait mettre sur le compte une somme d'argent pour obtenir ce visa pour venir en France à Noël. Alors qu'elle était nourrie, logée, blanchie chez moi. Donc je trouve ça un peu bizarre. Après, bah, il y a quand même un peu la sécurité en France qui laisse à désirer. En Chine, ils connaissent pas tous ces problèmes de sécurité-là, surtout dans les grandes villes comme à Canton enfin, Shenzhen, Shanghai, Pékin. Donc, ça peut rebuter une bonne partie des Chinois, surtout que à chaque fois qu'il y en a qui se font agresser, les vidéos tournent sur les réseaux sociaux, sur WeChat et tout ça. Donc, sur ce point-là, c'est assez problématique. Après, il y a, la culture française reste quand même quelque chose d'attrayant pour eux. Les lavandes, le vin et tout ça, les Il reste très monuments. francophile. L'image Voilà, de la oui, ça France c'est reste sûr. très bonne en Chine. Ils sont encore assez francophiles, même si à chaque fois qu'ils voient des choses comme les LGBT, tout ça, ça commence à faire un peu changer. Moi, j'ai un ami qui a vécu toute sa jeunesse en Nouvelle-Zélande, donc avec les Occidentaux, on va dire. Et quand il est rentré en Chine, il était un peu contre le PCC et tout ça. Et au bout ça doit faire 7 ans que je le connais. Ben, il a radicalement changé. Et il a radicalement changé en ayant vécu à l'étranger, en revenant, en voyant ce qui se passe en Chine, puis en voyant ce qui se passe en Europe. Donc, il y a aussi, on va dire, pour l'instant, avec ce qui se passe en France, on va dire que ça les dérange un peu, quoi. Après, ce qu'on peut dire encore. C'est à peu près tout. D'accord. Ben, en tout cas,
Bon, globalement, j'observe que l'image de la Chine en France est détériorée, alors que l'image de la France en Chine reste assez bonne, sauf certains sujets dont on vient de parler, LGBT, cérémonie, etc. Mais bon, On c'est va rien dire c'est de plus choquant. les Français, l'image des Français en Chine qui se détériore, pas la France, parce que la France, ça reste la carte D'accord, postale. oui, Pour oui. eux, c'est surtout Oui, la c'est carte pas les champs de postale, quoi. lavande, la mer, la Voilà, gastronomie, tout ça, ça reste très présent, très vivant en Chine, voilà. voilà. Comment tu vois les choses, Maurice? Je Quelle est retournerai l'image de la juste. France au fil des années? Comment elle a évolué? Et quelle est l'image de la Chine en France? Qu'est-ce que tu confirmes? Qu'est-ce que tu peux ajouter? Ce que je pouvais dire du regard chinois sur la France, je retourne le titre de notre sujet, mythes et réalités, pour les Chinois vis-à-vis de la France. Euh, je connais évidemment beaucoup de Chinois, mais surtout dans les milieux universitaires et économiques et industriels, donc nécessairement des gens qui font partie de la classe aisée, voire très aisée de la société chinoise. Et ce que j'ai constaté durant ces 15 dernières années, en fait, depuis 2008, l'émergence de la puissance chinoise avec les Jeux olympiques, j'ai vu un changement drastique de mentalité des Chinois à l'égard de l'Occident d'une manière générale et de la France pour ce qui concerne des Chinois francophones ou francophiles. Il y a bien sûr toujours une admiration de la culture, de l'histoire française, des arts, et tout ça, c'est la France du passé. Mais pour ce qui est de la France d'aujourd'hui, je veux dire que les sentiments sont beaucoup plus ambivalents. Il y a ceux qui regardent ça avec une certaine sympathie pour être les plus gentils. D'autres sont un petit peu, nous toisent un peu de haut, voire un petit peu de mépris caché. Vous voyez, comme vous êtes maintenant sous-développé par rapport à nous. Quand on va chez vous, il n'y a pas de climatisation quand il fait chaud. Notre système de télécommunication est en retard. On va en province, c'est le 3G, on n'arrive pas à communiquer avec la Chine. Enfin bref, pour eux, ils sont entrés dans la modernité. C'est vrai, quand on vit en Chine, on prend l'avion tous les jours, on prend le bus. Les TGV existent et quadrillent l'ensemble du territoire, jusqu'à dans les territoires les plus reculés. Bon, la Chine moderne a totalement explosé. Et c'est vrai que quand ils arrivent chez nous, ils constatent un décalage de développement en termes de modernité et ils nous toisent, je sais pas, je pense le dire, oui, ils nous toisent un petit peu de haut, ils nous prennent pour un petit peu des sous-développés qui ne La veulent France pas. est devenue un petit peu le tiers-monde, ça s'est inversé. Ou peut-être pas le Voilà, tiers-monde, mais c'est devenu un pays peut-être en plus bon La marché France est, pour passer des la vacances, pour France, dépenser son argent. la Et France les est un méthodes de pays paiement aussi. la France est un pays en voie de sous-développement aux yeux des Chinois. Mais en réalité, c'est une réalité par ailleurs, au-delà du regard chinois. Hmm. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Alors, qu'en Vous avez est-il les méthodes de paiement aussi. oui, Les Mais oui, méthodes mais de tout, paiement. oui. les méthodes de Ça, paiement, mais c'est. tout ce qui est modernité, Là, on a perdu le son, Maurice. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, on a parlé du regard des Chinois sur la France. Qu'en est-il du regard de la Chine par rapport j'organise en Ah, ça y est, 1900. Maurice, on te retrouve. En 1983, j'avais organisé une visite en France de Tong Lin, la fille de Tang Xiaoping, qui est une artiste peintre. Bon. Tang Lin, c'était la première fois qu'elle sortait de Chine et arrivait en France, c'était son rêve, puisque en tant qu'artiste peintre, les impressionnistes, tout cela, le classicisme français était habité son esprit. Et quand elle est arrivée à Paris, j'étais avec elle dans l'avion, on a pris on a pris le taxi ensemble pour aller à Paris, Roissy, etc. Elle était ébobie de voir l'autoroute avec trois voies. Parce Trop qu'à petit. Pékin, à l'époque, pour aller à l'aéroport, c'était une route départementale française. Elle était ébobie de voir le développement, la modernité française. Nous étions en 1983. Ouais. Mais aujourd'hui, en 2023, vous pensez bien que c'est maintenant le contraire que ce qui se passe dans leur tête, dans leur esprit.
Alors, comment c'est. Et, Alors, parlons de la Chine maintenant. Comment elle est vraiment. Oui, tu voulais dire quelque chose, Ludovic? et sur ce point-là, justement, sur un peu le déclassement et le changement, moi, je me rappelle, il y a 10 ans, donc j'étais à l'université de Sun Yat-sen, et ils avaient un partenariat avec EDF à l'université de Sun Yat-sen à Djoura. Il y a une L'IFSEN, spécialité nucléaire, ça s'appelle spécialité l'IFSEN. nucléaire, voilà, C'est l'ICEP. l'Institut D'ailleurs, l'IFSEN. d'ailleurs, Macron est venu à Sun Yat-sen pendant son séjour en Chine. Donc, c'était les ingénieurs EDF qui formaient les jeunes Chinois au nucléaire. Donc, les jeunes Chinois qui ne parlaient pas français, qui apprenaient le français en 6 mois environ. Et donc, en 6 mois de temps, ils étaient capables de comprendre un ingénieur EDF qui leur apprenait les mathématiques, le nucléaire, la physique, ce qui était nécessaire pour le nucléaire. Et donc, au niveau du programme nucléaire chinois, il nous a déjà dépassés, alors que c'était nous qui les formons. Désormais, on n'a plus assez de soudeurs, on est obligé d'importer des soudeurs américains pour réparer nos centrales. Les Chinois construisent, commencent à avoir les générateurs qu'on aurait pu avoir avec le programme Astrid ou Super Phoenix. Ils commencent à avoir des centrales nucléaires qu'on refroidit au sel de thorium dans des zones arides, au Gansu ou alors Nemangu, Gansu et puis la Mongolie intérieure. Donc sur ce point-là, on a été totalement déclassé. On a été totalement déclassé à cause des politiques et à cause de pour obtenir des voix, on a perdu notre avance qu'on a de 10-15 ans sur eux. D'accord. Bon, on a beaucoup parlé de l'image de la France auprès des Chinois, de la situation en France. Mais non, alors, la Chine, qu'est-ce qui, voilà, pour être dans le vif du sujet, quels sont les mythes et réalités? Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que la plupart des Français ne savent pas de ce qu'est la Chine? Voilà, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Parce que depuis la France, on voit ce qui est diffusé dans les médias mainstream. Alors, quelle est la vie, comment est la vie en Chine concrètement, que les Français ne voient pas forcément? Parce que voilà, il y en a qui croient encore que les Chinois fabriquent des enfants, fabriquent des chaussures, etc. Je vois parfois des blagues sur Twitter. On me dit, ouais, ferme-la, va retourner dans ton usine faire des chaussures, tu vois, des choses comme ça. Mais bien entendu, bon, beaucoup savent que ça a changé. Mais à quel point ça a changé? Qu'est-ce qu'on ne voit pas depuis la France? Qu'est-ce que tu en penses, Ludovic, si tu veux continuer sur ce sujet, tu m'as Mais alors, ce dit trois qu'on ne choses. voit pas depuis la France, c'est la sérénité qu'on a quand on vit en Chine. Euh, Par exemple, quand on sort de chez soi, on sait qu'on va pas, en général, on sait qu'on va pas avoir de problème, quoi. Quand on sort le soir, boire un verre ou aller en boîte de nuit, tout ça, on sait que en général, majeure partie des cas, on va être tranquille et on va pouvoir rentrer, faire marcher 1 heure dehors avec 3 litres dans le sang, c'est pas grave, on n'aura aucun problème. Ça, c'est Juste, la sérénité qu'on a dans les grandes villes. euh, Dans les juste grandes villes, mais bon, peut-être, juste pour justement, juste pour répondre à deux petits points, si tu me permets, Ludovic. C'est vrai, ce qui fait l'expertise, en tout cas la française, au niveau, pas forcément que nucléaire, mais aussi des lignes TGV, d'électricité, c'est que le service après-vente. Et ça, c'est très très important. On peut avoir à l'image, on voit par exemple les chemins de fer en Angleterre, comment le service derrière, il n'est pas assuré. Quand on arrive au nucléaire, c'est vrai, on peut avoir des pays qui, il n'y a pas que la Chine maintenant qui développe des centrales nucléaires, il y en a beaucoup. Et c'est comme moi, je suis issu d'un secteur spatial où les lanceurs, il n'y en a pas beaucoup, on les compte sur les doigts d'une main. Mais le service après-vente, voilà, c'est quand même important. Et la France, elle a une expérience au niveau nucléaire qui est quand même importante. C'est vrai, on a le pays le plus, disons, nucléarisé au monde par nombre d'habitants. On est presque à, bon, le nombre de centrales, on est plus à 52 centrales nucléaires pour une population de 60 millions d'habitants. C'est même, je compte ceux qui sont en arrêt et ceux qui ne sont pas en arrêt, mais quand même, on n'a jamais eu, et on a surtout, tout été contrôlé, tout ce qui est accident nucléaire,
sur notre territoire. C'est vrai qu'au niveau de la Chine, avoir un accident, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Et voilà. Et pour les chemins de fer, on touche le bois, on n'a jamais eu d'accident à l'image de ce qui se passe dans les autres pays, y compris en Angleterre. Et maintenant, au niveau sécurité, c'est vrai que, et j'apprécie, comme tous les Français, quand on sort en Chine, on a ce sentiment de sécurité parce que on a des caméras partout, les gens ils savent que s'ils font des bêtises, ils vont tout de suite avoir à y répondre. Mais je sais que la sanction, elle est différente par rapport à ce qu'on a en France. Et surtout quand on a affaire, par exemple en Chine, c'est vrai, on peut sortir et être bien et ne pas avoir de problème. Mais si on a des altercations, et ce qui se passe, ce qui est arrivé, ce qui arrive souvent, quand on sort en boîte, je sais qu'il y a des compatriotes qui ont passé, pas une semaine, 2 semaines, mais plusieurs semaines en prison. Et ça peut être très, très difficile vis-à-vis de suivi consulaire et tout ça, parfois juste une petite altercation de rien du tout à la sortie de discothèque et en général, ça peut finir très, très mal. Alors que nous, c'est vrai en France, malheureusement, on n'a pas ce sentiment de sécurité et c'est vrai que voilà, bon, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, Euh, mais je sais qu'on ça- peut ça- toujours. c'est indiqué en Chine, hein, quand vous rentrez dans une boîte de nuit, c'est indiqué le perdant va à l'hôpital, le vainqueur va en prison. C'est Ouais, ça, ouais. bah, exactement, voilà. Et donc ils ont bien raison parce que et quand on va en prison en Chine, c'est Alors, on quand même, recommence pas. c'est un autre monde. C'est un autre monde où les règles ne sont pas forcément les mêmes et quand on est fautif, bah, il faut l'assumer. Et c'est parfois dur pour des parents, que j'ai vu pleurer, parce que leur enfant, on avait du mal à le sortir de prison. Qu'est-ce que tu en penses, Maurice, de ces règles, cette façon Oui, de gérer en Chine? oui, évidemment, il y a énormément de choses à dire. Euh, le danger qu'il faut éviter lorsqu'on parle de ces règles de vie, de ces règles de comportement dans la société, c'est de plaquer sur la Chine notre propre regard, notre propre système. Tout en oubliant que notre système a, lui, est considérablement évolué. Euh, les prisons aujourd'hui en France ne sont pas les mêmes que dans les années 50 ou avant la Seconde Guerre mondiale. Parce que Tout à tout fait. simplement, en France, en Europe d'une manière générale, on a changé complètement le regard juridique sur le criminel et le délinquant. La philosophie des circonstances atténuantes et de la recherche de toute une série de raisons qui expliquent pourquoi tel individu se comporte de telle façon. Et donc, au fond, ce n'est pas vraiment. Ah, j'ai plus de Il son. y a le micro. Ah, on n'a peut-être pas une bonne connexion. On t'entend plus, Maurice. Je ne sais pas si tu m'entends. Alors, ça, c'est. On te voit, mais on ne t'entend plus. Peut-être qu'on essaye de. Apparemment, non. Ah, ça y est, c'est Ça va? revenu. Voilà, maintenant, Ça c'est va? revenu. Parfois, ça s'arrête pendant 10 secondes. C'est revenu. OK. Vous avez suivi quand même ce que je vous ai dit depuis l'évolution en France de notre système carcéral et de notre droit. Mais tu es en train de parler de Euh, ça. oui, La notre prison a droit, changé. voilà, notre droit qui de plus en plus trouve des circonstances atténuantes dans le passé des délinquants et des criminels, en essayant de trouver des raisons pour expliquer leur comportement et leur déviation, et pour finalement, pour faire bref, dire au fond, c'est pas vraiment de leur faute, c'est la faute de la société, donc il ne faut pas être comment dirais-je, rigoureux à leur égard. Donc, dans le droit, en France, les choses sont un peu inversées. C'est un peu la prime au délinquant, et puis, bon, bah, la victime, elle ne veut pas être là au bon moment, etc. etc. Bien. En Chine, c'est pas la même chose, et je dirais pas seulement la Chine. Partout ailleurs dans le monde. Moi, je connais bien le Japon, parce que j'y vis assez souvent Tout aussi. à fait. Le Vietnam, la Thaïlande, Le pays où il y a du bon Singapour, sens.
La Malaisie, l'Indonésie, tous ces pays-là ont conservé, oui, je suis d'accord avec toi, un bon sens juridique et un bon sens moral, qui est que quand il y a un crime ou un vol, ben, il y a un voleur et un criminel. Et il y a donc une victime qui est morte et une victime qui s'est fait voler ses biens ou son patrimoine. Et donc, dans la balance, c'est toujours le délinquant, le criminel qui est fautif. Et évidemment, les prisons sont faites pour dissuader. Nous, on regarde les prisons chez nous avec la télévision, Les les jeux vidéo, portables, etc., les vidéos, le le karting, sport, etc. certains. On ne travaille même plus pour payer leur loyer gratuit et leur nourriture gratuite. Bon, personnellement, je suis totalement en désaccord avec notre propre système. Je trouve qu'on a complètement perdu de vue la réalité. Bien. Donc, je ne critique pas du tout la Chine. Si un compatriote commet une erreur, ben oui, ben, il ne fallait pas la commettre, cette erreur. La même erreur à Singapour, il aura le même problème. La même erreur au Japon, il aura le même problème. Au Japon, même 3 jours après, il est dans un avion, il est renvoyé chez lui. Et c'est très bien pour lui s'il est dans cette Tout à situation. fait. Alors, Tout Voilà. à cher fait. Maurice, c'est une bonne remarque. Ça me fait penser à certains commentaires que je vois des réseaux sociaux récemment. Il y a des Français qui disent, oui, bon, la Chine, c'est bien, il y a la sécurité, mais il n'y a pas de liberté. C'est-à-dire que vous faites le choix d'un environnement ultra sécurisé. Vous sacrifiez votre liberté pour la sécurité. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vraiment on est dans un système où il n'y a pas de liberté, etc. et que, La première qu'est-ce que tu en penses, liberté, Maurice? Marc, de pouvoir, la liberté fondamentale qui se trouve dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est la liberté d'aller et venir en sécurité. C'est le principe de base que tout État doit respecter, assurer l'ordre public et la sécurité de la population. C'est la raison pour laquelle il a le monopole de la coercition. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on n'a plus de liberté, puisque se promener dans la rue le soir, surtout quand on est une femme, ou quand on a un homme qui est accompagné d'une femme, c'est le plus grand des dangers. Aujourd'hui encore est sortie une information, un massacre, 10 racailles sont tombés à bras raccourcis sur un couple qui sortait d'une boîte de nuit à 5 heures du matin. Et ils avaient passé une très bonne soirée, et la soirée s'est terminée dramatiquement. Le type, il est à l'hôpital. Il est maintenant sur une chaise, sur un fauteuil roulant, tout simplement parce qu'ils ont été agressés par 10 racailles qui, pour des raisons que l'on ignore, ils ont voulu se taper ce couple-là. Et c'est tous les jours comme ça, par dizaines et centaines de cas. Si c'est ça qu'ils appellent la liberté, eh bien moi, je préfère la Il n'y a pas société de liberté sans chinoise. sécurité. Mais bien sûr, il n'y a pas de Je liberté sans crois que c'est sécurité. Ludovic qui m'a dit ça aussi récemment. Évidemment, c'est tellement évident. Mais chez nous, les gens ont le cerveau lavé. Ils ne Mm. se rendent même plus compte. Il faut qu'ils voyagent pour qu'ils se rendent compte que la vie peut être normale. Une vie normale. Il n'y a pas d'autre terme. En France, en Europe de l'Ouest, on ne mène plus une vie normale. Il faut être comme nos dirigeants nous disent, soyez vigilants. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est à la police qu'il faut être vigilant. C'est pas aux gens d'être vigilants. C'est pas aux citoyens d'être vigilants. C'est la police. On a complètement inversé les choses. On est dans une société d'inversion totale sur tous les sujets. Est-ce que Ouais, Ludovic, c'est la vie est sûr. normale C'est en sûr, Chine? En Chine, on n'a pas besoin de se retourner. Quand on marche dans la rue, on n'a pas besoin de se retourner pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Est-ce Par que, Si vous exemple, voulez, je mais, pourrais donner un mot, je pourrais dire un mot sur le crédit social, parce que c'est quelque chose dont on parle ouais. beaucoup. Mais allez-y, allez-y. Oui, voilà, je vais probablement en décoiffer plus d'un. Parce qu'évidemment, le crédit social est totalement critiqué en France comme étant un système qui porte atteinte aux libertés y fondamentales compris par les patriotes, par notre camp, de on va dire. l'individu. Bon, c'est vrai que si on regarde ça d'une manière superficielle sans connaître la Chine, c'est une remarque qui est tout à fait exacte. Mais elle est superficielle, pourquoi? Parce que dans l'ignorance de la Chine, dans l'ignorance de la société chinoise,
dans l'ignorance que c'est un pays qui comprend 1,420 milliard d'habitants, chiffre officiel, mais en réalité, il y en a encore plus que ça. Dans l'ignorance du fait que même si la Chine s'est énormément développée, qu'il y a 800 millions de Chinois qui sont sortis de la misère, qui est un exploit sans précédent dans l'histoire de l'humanité, il n'en demeure pas moins que le niveau de l'éducation moyen en Chine est encore très bas. Et il y a, si vous voulez, une incivilité qui est considérable en Chine. Mais ce n'est pas une incivilité de racaille, de type racaille que nous connaissons en Europe de l'Ouest. C'est-à-dire une incivilité qui cherche à nuire aux voisins. C'est une incivilité individuelle anarchique. Voilà, moi, je suis l'individu et j'ai droit à tout et je fais tout, etc. Les règles, je ne les connais pas. Oui, ils ne les connaissent pas parce qu'ils n'ont aucune éducation. Alors moi, quand j'étais en Chine, j'étais en Chine au début du lancement de cette politique, et bien sûr, j'étais un peu critique de cette politique de crédit social, parce que je me suis dit, ça va faire tache d'huile ailleurs, et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Mais ailleurs, c'est pour d'autres motifs que les motifs chinois. Maintenant, j'en arrive aux motifs chinois. Donc j'étais choqué. Et puis, je me suis renseigné auprès de mes amis chinois, et en particulier auprès d'une amie qui, elle, est totalement crédible dans ses propos parce elle est fondamentalement anticommuniste chinoise, anti-PCC. On ne peut pas, on peut pas la taxer de soutenir le Parti communiste chinois dans cette affaire du crédit social. Mais elle me dit, mais Maurice, vous les Occidentaux, vous ne comprenez pas. Mais le crédit social est indispensable pour la stabilité sociale en Chine. Parce que ces gens-là, ils ne comprennent que la sanction. Si vous ne les sanctionnez pas, ils vont le recommencer 1000 fois, 10 000 fois. Comment voulez-vous éduquer tant de monde en un temps si raccourci? Il faudrait un siècle, me dit-elle, pour que le niveau éducatif du chinois atteigne celui du Japon, qui est un peuple civilisé et donc un peuple où il y a de la civilité. Quand on va en Chine et au Japon, on voit le contraste. Mais c'est vrai, le Japon a commencé sa politique Meiji en 1868, c'est-à-dire la politique d'ouverture. Les Chinois ont commencé en 1978. Et le Japon, c'est 120 millions d'habitants. Donc, c'est beaucoup plus rapide, si vous voulez, à élever le niveau éducatif et culturel des gens. 1,420 milliard de Chinois, c'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à réaliser cet exploit éducatif. On peut les nourrir, on peut améliorer leur confort matériel, parce que tout ça, c'est du quantitatif. Là, on est dans le qualitatif. Donc, quand on sanctionne un Chinois parce qu'il a commis une faute grave dans un TGV et que du coup, pendant 1 an ou 2 ans ou 3 ans, en fonction de la gravité de son acte, il ne pourra plus prendre le TGV, eh bien, il réfléchira 2 fois avant de recommencer. Donc, en réalité, le crédit social n'est pas pour punir, le crédit social a une vocation pédagogique et éducative. Voilà, je décoiffe peut-être, mais c'est ce que je crois qui se passe en Chine. Ok. Qu'en C'est la pensez-vous? carotte et le bâton. Hmm. Juste pour, c'est vrai, pour ajouter une parenthèse, c'est vrai que ce qu'il avait dit Maurice, c'est que c'est vrai que pour simplifier, les gens n'ont pas dans l'esprit, et ça c'est ce qu'il disait mon père qui était après 42 ans de magistrature et maintenant il est avocat, c'est que la liberté de l'un s'arrête au moment où on touche à la liberté de l'autre. Et que tant que cette règle de base, et qui est le principe dans toutes les, dans, disons, dans tout pays, c'est que quand on touche à la liberté de l'autre, ça veut dire qu'on on fait des infractions, soit contre sa personne ou quand, voilà. Et donc, ce principe de base, si on le respecte, normalement, ça doit, ça doit aller. Pour revenir maintenant juste à ce qu'on appelle le crédit social, Heu, c'est vrai que, j'avais beaucoup réfléchi et c'est vrai au début on disait: «C'est bien, c'est pas bien, pourquoi?» et tout ça. Mais, on si je le remets en termes mathématiques et je le remets en termes de fonction, c'est vrai on a, et j'associe cette fonction à la ce qu'on appelle nous, la démocratie. Ou c'est que cette fonction qu'on appelle la démocratie, elle a un certain nombre de paramètres. Mais il est aussi, il faut dire que c'est une fonction qu'elle ne peut pas fonctionner au-delà d'un certain nombre de populations. C'est vrai quand on c'est très bien quand on parle de pays qui ont 50 millions, 100 millions, 150 millions, 200 millions, 300 millions, mais
mais cette fonction, c'est vrai que quand on parle avec d'un pays de plus d'un milliard de population, c'est pas, je vais pas, peut-être les défendeurs de la démocratie, ils peuvent m'en vouloir, mais dans un pays où il y a 1 milliard et plus de 400 millions de personnes, cette fonction ne peut pas marcher. S'il n'y a David, pas d'autres paramètres, oui, excusez-moi, est-ce que je peux te demander de nous présenter en fait comment ça fonctionne ce système? Parce que vous connaissez, parce que vous connaissez bien la Chine, mais ceux qui nous regardent, en fait, ils savent pas ce que c'est que le crédit social. Il y en a qui voient des trucs à la télé, ils croient qu'il y a des oui, caméras qui non, vont, en fait, qui vont faire le. non, non, le Parce qu'en crédit, fait, et qu'est-ce en que fait, c'est exactement? On m'a dit, bon, il y a des choses qui sont logiques. Par exemple, c'est comme quand il y a interdit bancaire. Bon, voilà, tu fais une connerie, tu vas, voilà. oui, Et après, il y en a qui il y croient vraiment que c'est a, vraiment, il y a des caméras partout qui vont détecter ton en visage, fait, etc., qui en vont te mettre des fait, points. Est-ce qu'il y a des points? Il n'y a pas de points? C'est stocké dans un ordinateur. C'est quoi le crédit social? Ça fonctionne comment? le crédit social, ce n'est rien d'autre que c'est comme une base de données. Comme ce qu'on a nous, si vous êtes condamné, vous n'avez pas le droit, vous êtes illégible. Si vous êtes condamné, vous n'avez pas le droit du visa. Si vous êtes condamné, vous ne pouvez pas exercer des métiers. Et donc, c'est vrai, c'est juste que nous, on est, voilà, c'est un peu limité. Du côté chinois, c'est vrai parce qu'on est moins nombreux, on est 70 millions de personnes. Là, on parle de 1,4 milliard millions de personnes. Et Bah, donc, le c'est crédit comme en social, France, c'est beaucoup plus développé en fait, dans beaucoup plus de voilà, pays. si vous êtes condamné, vous avez un mauvais crédit social, condamné juridiquement. Si vous avez pris un crédit à la banque, vous ne payez pas, ben, en France, vous serez pareil, traîné en justice, vous serez blacklisté et beaucoup de sanctions. Si vous nous donnez un chèque sans provision, vous êtes blacklisté par la Banque de France et vous ne pouvez plus avoir de compte nulle part. Donc c'est la même chose qu'en Chine. C'est vrai qu'en Chine, ils ont ce qu'on appelle cette capacité que nous, on l'a pas. On est en train de la développer et le mettre en place en France. D'ailleurs, avec les JO, des caméras intelligentes. Hmm. C'est juste qu'on dit oui, c'est pas bien, mais nous, on est en train de la mettre. Pendant les JO, on a en ce moment appliqué les QR codes. C'est juste parce qu'on veut protéger les JO. On veut protéger la région ou la zone de JO. Mais si on élargit cette politique du JO ou du stade ou tout ça, ça se pratique à toute la France, ben, on ne sera pas très différent de la Chine parce qu'on aurait des QR codes, des caméras intelligentes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces données? En Chine, ils exploitent les données et tant mieux parce que quelqu'un qui agresse une autre personne, on a ces données, on le reconnaît, il fait pas sans avoir 10 photos de lui. Quelqu'un qui a fait une infraction, il sera sanctionné. Quelqu'un qui crache dans la rue, quelqu'un qui traverse qui a le feu vert, quelqu'un qui s'arrête pas dans les feux verts au niveau des voitures, on l'a. C'est juste que nous, on a ce système, il est séparé. Si on a des infractions, on est pris par caméra, on s'arrête pas au feu rouge et qu'il y a une caméra, on est sanctionné. C'est juste qu'au niveau de la Chine, tous ces systèmes, ils sont regroupés dans une même base de données et qu'au niveau, ben, ils ont réussi à avoir un organisme qui décide et qui attribue, pas forcément, bah, c'est des sanctions, mais ils attribuent des points. C'est comme quand on grille un feu stop, on a 4 points, ben, les Chinois, ben, ils donnent aussi des points à chaque infraction. Ça peut être de l'infraction civile, pénale, peu importe, Mais ça mais on marche que est pour les sanctionné. Chinois, ça marche pour les Français aussi. Est-ce que Ludovic, Au il a un début, crédit social, lui? Est-ce que toi, tu as un En crédit fait social? ça a été créé pour les Chinois au début, parce qu'il faut dire que, avec la reconnaissance faciale, on reconnaît plus simplement un fichier, on associait plus voilà, comment dire? Un visage chinois à une carte nationale chinoise et que c'est beaucoup plus facile de garder une base de données. Un étranger, quand il rentre en Chine, il sort, son dossier il est effacé, donc ça sert à rien de garder une base de données. Mais les Chinois, en ce moment, ils se disent: «Pourquoi il y a que les Chinois et pas les étrangers?» Et donc, c'est en cours de réflexion et bon, pourquoi pas? Et donc, c'est vrai que nous, c'est comme, un étranger qui conduit en France, bah, il sera sanctionné, mais il va pas perdre des points. Je pense qu'en ce moment, en Chine, c'est la même chose. Si on fait une infraction en Chine, on est sanctionné, c'est pas pour autant qu'on perd des points. Si on a un permis français, bah, on perdra pas des points, mais si on a un permis chinois, bah, on le perd tout de suite. Voilà. Ok. Est-ce que Ludovic, tu es d'accord, ça se passe comme ça? C'est ce que tu décris ou tu vois les choses différemment? Oui, moi, je n'ai pas d'a priori, par exemple, sur le crédit social. Le crédit social, c'est à peu près la même chose que ce qu'on a en France si, par exemple, on paye avec un chèque en bois et tout ça, on est interdit bancaire. C'est à peu près le même principe.
on fait une arnaque ou quelque chose comme ça, on est sanctionné. La Chine, c'est à peu près pareil, sauf que, comme l'a dit Maurice, c'est à but, à visée pédagogique, donc on va te sanctionner sur des choses qui sont assez embêtantes, par exemple, pouvoir prendre le train, pouvoir se déplacer, etc. Donc, ça ne me dérange pas forcément quand on voit moi, j'ai toujours cet exemple que quand j'étais en déplacement, j'étais dans la campagne et que je vois un pauvre paysan qui s'était fait arnaquer avec des faux billets. Il avait donné toute sa marchandise et donc il était au bord de la route en train de pleurer. Moi, personnellement, j'ai aucun problème qu'on aille choper le gars qui a fait ça et qu'on en fasse baver pendant 1 an, 2 ans pour l'éduquer, quoi. Voilà. Euh, Euh, est-ce que je peux ah, apporter un complément d'information sur le fonctionnement du crédit social? Ouais, ouais. oui, oui, Ouais. vas-y, vas-y. Oui, parce que si vous voulez, le crédit social, il est venu compléter un dispositif pénal qui préexistait. D'accord? Donc, d'abord, il faut savoir que ce sont les Chinois qui ont inventé le droit pénal, pour commencer, alors que nous étions encore dans des huttes. Euh, donc, le crédit social est venu compléter la panoplie de sanctions pénales. Pourquoi? Parce que les crimes, les délits, les vols et toutes ces choses-là, les infractions bancaires, financières, etc., relevaient déjà de la justice, tout simplement. Mais tous les petits délits, enfin les petits mauvais comportements civils, ce qu'on appelle les incivilités qui, on le sait, pourrissent la vie, notre vie en France, parce que ça, tous les jours, ça prospère et ça ne donne lieu à aucune sanction. Et donc, comme il n'y a aucune sanction, ça ne peut que prospérer. Eh bien, justement, les Chinois veulent mettre fin à cela, aux incivilités. Les incivilités sont sanctionnées par le crédit social. Le crédit social, c'est comme un permis de conduire. Vous avez un certain nombre de points et chaque fois que vous faites une incivilité, en fonction de la gravité de l'incivilité en question, on vous enlève un ou deux ou plusieurs points. Et donc, vous avez tout à fait intérêt à ne pas perdre tous vos points, parce que quand vous avez perdu tous vos points, alors là, vous vous retrouvez dans une situation pénale, cette fois-ci. Pénale, c'est-à-dire là, devant un tribunal. Bien. Et avec la possibilité aussi de bien se comporter. Si on se comporte bien, ça, il faut aussi le savoir, si on se comporte bien, on récupère le point qu'on a perdu. Donc voilà, c'est ça le système de crédit social. Ça ne vient pas, comment dirais-je, remplacer la panoplie pénale qui existait déjà, mais ça vient la compléter pour toucher toutes les petites choses qui enveniment le quotidien, qui rend le quotidien pénible pour que les choses s'améliorent. Tout le monde sait quand on vit en Chine, par exemple, bien qu'il y ait eu des progrès depuis, mais par exemple, quand vous allez faire la queue à l'aéroport pour embarquer ou pour je ne sais quoi, chaque fois que vous faites la queue, vous avez toujours les petits malins qui vont arriver, qui vont passer devant et qui vont passer les premiers. Bon, ça, c'est une incivilité. Maintenant, il a le crédit social, il est touché, il est frappé, il recommencera. D'accord. Très bien. Moi, j'ai connu quelqu'un qui est à Pékin qui m'a dit que ça n'existait pas, le crédit social, c'est-à-dire que c'était largement exagéré, que c'était en fait expérimental dans une région en Chine où le gouverneur, ou je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, il avait fait trop de zèle pour un petit peu show off à la hiérarchie. En fait, c'est quoi qui existe vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment une base de données dans tout, où il y a tout détail qui est détaillé? Par exemple, si on jette un papier par terre, c'est écrit, etc. Voilà, ça, qu'est-ce que vous en dites de ça? Parce que Ludovic, tu m'avais dit aussi quand on s'est vu quelques jours qu'il y a quelque chose c'était un peu du fantasme. Il y a des choses qui existaient, des choses qui n'existaient pas. Qu'est-ce Ben, qui existe et qu'est-ce qui est vrai, oui, qu'est-ce qui est faux? le crédit social, selon les Européens, c'est du fantasme. Voilà. Oui. On va pas, c'est pas parce que tu vas dire du mal du président actuel que tu vas tout de suite plus pouvoir prendre le train ou des choses comme ça. C'est pas à ce point-là. C'est vrai Après, oui, après, sur que ta c'est vie, pas facile à comprendre. l'incivilité, quoi. Le Mais crédit bon, social n'est pas politique, il n'a pas une valeur politique, il n'est voilà. pas là pour essayer de ficher, de tracer des gens qui sont anti-gouvernementaux. Pour cela, ils ont d'autres moyens pour contrôler tous ces gens-là. Non, franchement, il faut comprendre, quand on connaît la Chine, quand on a vécu en Chine, on sait qu'il y a
énormément d'incivilités qui sont dues tout simplement à un niveau éducatif insuffisant. D'ailleurs, la preuve en est, dans le sens inverse, quand vous avez des cohortes de Chinois qui font du tourisme en Occident ou en France, on sait très bien que un certain nombre d'entre eux sont mal accueillis ou mal vus précisément à cause de leur incivilité. Et leur incivilité n'est pas due à, comment dirais-je, à une volonté de nuire ou d'être méchants. Pas du tout. Ils sont tout à fait gentils, mais c'est une incivilité qui est naturelle. On ne peut pas se comporter poliment. Ah, Ah, on a entendu poliment. Après, ça, c'est encore Ah, tu es revenu, je crois, de Maurice. Il n'y a plus de son. Peut-être tu dis plus rien. En tout cas, David, tu voulais dire quelque chose? Non, non, je disais que c'est vrai qu'on peut toujours parler beaucoup de ce crédit social, mais c'est vrai que ça reste toujours, c'est comme des outils, hein, des outils qu'on ne pourra jamais décrire aussi bien qu'un Chinois hein, qui est dans le système. C'est comme nous, voilà, on peut parler autant qu'on veut d'un système français, mais si on n'est pas dans l'administration qui l'applique, c'est toujours difficile de l'expliquer. Donc, c'est vrai que d'un côté, de notre côté, disons occidentaux, on spécule et on essaie de donner, de dire oui, vous savez, ils ont des QR codes, ils ont des trucs, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais d'un autre côté, je sais que dans d'autres pays, c'est juste peut-être ils espèrent avoir un jour le même système. Ça leur permettra d'avoir un meilleur gestion du personnel, si je peux m'expliquer. Mais c'est vrai que bon, c'est une façon de fonctionner. C'est dans les entreprises, voilà, il y a des indicateurs. Maintenant, en France, on met des indicateurs de fonctionnement et chaque fois, on dit à quelqu'un, c'est vrai, ça a été installé il y a une quinzaine d'années, pareil, des indicateurs dans les entreprises, des indicateurs de performance, des indicateurs de qualité, de service. C'est vrai, ça devient peut-être, c'est une évolution humaine en ce moment. On en parle partout de ces indicateurs, aussi bien dans l'entreprise que dans notre vie de tous les jours. En Chine, ben voilà, ils l'appliquent et c'est tant mieux. Ouais, en fait, ça t'empêche pas de vivre en toute liberté en Chine. Est-ce que toi, Non, bah, non, non, on va dire, non. en Moi, fait, toi, je voilà, suis je vais te très content de, voilà, enfin, je te pose la question en de... tant que conseiller des Français étrangers, parce que justement, ton rôle, David, c'est aussi de conseiller les Français qui viennent s'expatrier en Chine. Eux, ils veulent savoir comment est la vie vraiment en Chine. Voilà, en fait, de Je plus vais en leur plus, j'ai des dire Français en... qui me demandent comment est la vie en Chine. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Que tu leur dis, David? Je sais que tu vas bientôt y aller. Oui, parce que Est-ce que toi, en Chine, tu vis de manière libre? je vais le dire en très... toujours en revenant au principe de mon père, c'est qu'on peut vivre très librement tant qu'on ne touche pas à la liberté des autres. On est hyper libre en Chine, on vit très bien. On vit, je conseille même à tous les Français, pas forcément ceux qui sont déjà expatriés en France, en Chine, mais je dirais même à tous les Français de venir découvrir la Chine et que peut-être il y en a beaucoup qui vont y rester parce qu'ils vont découvrir notre culture, découvrir notre environnement. Et, euh, je dirais que c'est vrai, c'est un endroit la géopolitique actuellement, ça bouge et c'est en Asie. Qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, c'est en Asie. Tout maintenant se développe en Asie. Et donc, c'est vrai, il y a beaucoup de pays, hein, il n'y a pas forcément que la Chine, mais me concernant, je préfère vivre en Chine parce que bon, j'ai la famille, j'ai les enfants, c'est une culture que j'aime beaucoup et c'est vrai, c'est quand même, c'est très agréable. Comme je dis, il n'y a pas de mots pour expliquer tout ça. La meilleure façon, c'est d'inviter les gens à venir et il y a plusieurs façons de le faire, soit comme il a fait, Ludovic, à travers faire des études, faire des stages. Je suis allé, il n'y a pas longtemps dans le service des visas et j'ai vu plein de jeunes qui demandent des visas de stage pour aller en Chine. Donc c'est bien parce que, c'est post-covid, beaucoup de gens reviennent en Chine
et on est très ravis. J'espère qu'il y en aura beaucoup plus. Il y a les entreprises qui, c'est vrai, bon, il y en a quelques-uns qui partent, mais il y a d'autres qui arrivent. Mais il faut venir en Chine parce que c'est un pays qui vous donne de ce qu'on appelle une chance. On a beaucoup d'opportunités. En tant qu'étranger, c'est beaucoup plus facile quand je vois par rapport à des Français, à des Chinois. Mais il faut quand même venir, mais pas venir les mains dans la poche. Il faut venir avec des bagages. Il faut soit faire des études, soit avoir un métier, une expérience pour pouvoir facilement s'intégrer en Chine. Vous savez qu'en Chine, il y a trois catégories de ce qu'on appelle de visas pour les étrangers. Je ne vais pas les donner des catégories sociales, mais je dirais il y a ce qu'on appelle les trois visas ABC et que c'est vrai, jusqu'à maintenant, la Chine ouvrait les portes à tout le monde. Je sais qu'en ce moment, les visas C, ou ce qu'on appelle les catégories de demandeurs de visa C, la Chine, elle est un peu plus frileuse par rapport à ces catégories. Ah, c'est quoi Mais C? Parce que tout le monde ne sait pas. C'est quoi A, c'est quoi B, c'est quoi C? voilà, normalement, quand on demande, je laisserai peut-être après le Ludovic d'expliquer. Moi, j'ai de la chance, j'ai un visa A, ce qu'on appelle un visa A avec ce qu'on appelle des experts, ce qu'on appelle un visa R. C'est pas très connu, mais ce qu'on appelle pour les hauts talents. Et mais c'est vrai que le visa C, c'est ou la catégorie C, c'est quand on veut travailler en tant que menuisier, je sais pas, mais on a une expérience et peut-être la Chine, on dit qu'ils ont moins besoin de cette catégorie. C'est comme nous, hein, là aussi pour les employés, l'immigration, on dit les gens qu'on veut ont les catégories prioritaires et ceux qu'on veut pas, on dit ils peuvent faire la demande suivant les besoins du travail, du marché. Et c'est actuellement le cas en Chine. Il y a un certain moment, il avait besoin de tout le monde. Et vu que le niveau de la Chine a beaucoup évolué et que maintenant, ils se focalisent plus sur ce qu'on appelle les nouvelles technologies, les services et la gestion, voilà, que maintenant, ils veulent de plus en plus de hauts talents. Ok, bon, c'est logique. Comme en France, on veut des talents en France. On ne veut pas. C'est comme en France, voilà. En fait, c'est le même comportement que dans tous les pays. Aux États-Unis, c'est normal d'avoir ce qu'on appelle le visa, ce qu'on appelle une immigration euh, travail. Au Canada, c'est la même chose. Dans d'autres pays, Singapour, Japon, mais c'est juste que voilà, la Chine commence à l'appliquer et voilà, c'est pas plus différent qu'ailleurs. Bon, Mais il fait bon vivre en Chine et voilà, et je recommande à tous les compatriotes qui ont la possibilité de venir, qui n'hésitent pas à me contacter. Je te laisse partager mes contacts par la Bien suite. sûr. Je serais très ravi voilà, de les aider dans leur installation dans le sud de la Chine et voilà, ça sera avec grand plaisir. je confirme ce que vient de dire David. Je n'ai jamais été aussi libre que quand j'ai vécu en Chine. Jamais. Voilà. Après avoir eu une expérience américaine, par exemple, j'ai vécu 4 ans à Boston. Et je peux vous dire qu'à Boston, la vie était beaucoup plus difficile pour un diplomate en termes de liberté que j'ai connu moi en Chine en tant que diplomate et puis ensuite en tant que Français arrivant là-bas pour exercer diverses activités professionnelles. Pour donner un exemple de liberté, j'enseignais à l'Institut de diplomatie de Pékin et à l'Université de Wuhan. J'enseignais la mondialisation. Bon. La mondialisation, c'est un sujet de relations internationales, donc il y a quand même un peu de politique dedans. Eh bien, ma grande surprise, quand j'ai débuté mon enseignement, je suis allé voir le directeur du département et lui dire, est-ce que vous voulez voir le contenu de mon enseignement pour recueillir son assentiment sur ce que j'allais enseigner. Il m'a dit, mais non, monsieur l'ambassadeur, vous enseignez ce que vous voulez, il n'y a aucun problème, on vous laisse carte blanche. Voilà la Chine communiste que l'on décrit chez nous. Et en plus, c'était il y a longtemps. C'était en quelle année? C'était de 2008 à, non, oui, de 2008 à 2017. Parce qu'après j'ai arrêté mes activités académiques Hmm. et pour continuer mes activités industrielles. Alors, qu'est-ce qui était différent à Boston? À Boston, j'ai eu des tas de problèmes aux États-Unis en tant que consul général. J'ai eu des tas de problèmes. J'ai eu tellement de problèmes qu'il a fallu que je me plaigne auprès de l'antenne de la CIA, parce que c'est une antenne de la CIA dans chaque État, et qui avait pour responsabilité
de regarder, de superviser un petit peu les étrangers, surtout les diplomates. J'avais tellement de problèmes, mais même des problèmes des menaces, hein, des menaces, qu'il a fallu que je fasse intervenir cette antenne de la CIA. Un gars de la CIA est venu me voir mon bureau, je lui ai exposé tous mes problèmes, etc. Et puis, comme par hasard, et là là, on voit que on dit que l'Amérique est un pays démocratique, et bien comme par hasard, du jour au lendemain, tous mes ennuis ont cessé. Ce qui veut dire qu'il y a un contrôle démocratique extraordinairement efficace. Alors, Bon, quand tu parles de problème, tu veux dire qu'il y avait au sujet du contenu de ce que tu allais enseigner ou à quel sujet exactement et à des menaces de quoi, s'il y a un exemple à donner? Ah, on n'entend plus rien. Allô, allô, allô. Moi, j'entends plus rien. Oh, Non, ça fait encore une petite pause. C'est un petit problème Pas de si micro. Bon, on reviendra Marc, dessus. bah, juste, je dois vous Ah, quitter, mais David, bon, oui, tu dois partir, c'est ouais, ça? voilà, oui, j'étais un autre rendez-vous à 18h, mais Bon, à plus tard. Merci d'avoir en tout cas, participé. je suivrai la suite de la vidéo. En tout cas, c'est très ravi et voilà de cet échange. Et je pense que c'est vrai, le sujet de la Chine, c'est quand même un sujet passionnant et je pense que il faudra faire plusieurs émissions. Là, on dira partie 1 et on compte Voilà. sur toi pour organiser d'autres parce que je pense qu'on aura beaucoup de choses à faire et je partagerai ça avec la communauté française dans le Sud. Ouais, surtout en septembre, la période où tout le monde arrive Voilà, en 1er Chine. Donc, septembre, je tu suis, pourras voilà, parler des bons plans, comment 1er s'installer, septembre, je plutôt suis à pratique, des Canton. questions plutôt Voilà, pratiques. tout à fait. Dès ah que bah, on se 1er septembre, retrouvera je à suis. Canton alors. Oui, oui, bah, je serai pas très loin, à Sunshine Lake. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, normalement, c'est, allez, mi-chemin entre Canton et Shenzhen. C'est là où ce qu'on Euh, appelle le centre du triangle de la Grande Baie. Ça s'appelle Et comment? beaucoup. c'est vers Sunshine Dongguan, Lake, non? c'est ça. C'est un peu du sud, plus proche de Shenzhen que de Dongguan. Et donc, c'est un peu tout là où il y a Huawei, ZTE, toutes les high-tech et les universités hongkongaises d'ailleurs. Les universités hongkongaises, ils sont tous installés comme maintenant. Vallée chinoise. Voilà, c'est la vallée. Voilà, donc il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'universitaires, y compris le CNAM qui existe et c'est très bien. Donc je viens prendre la direction de, voilà, de la recherche sur place. J'espère qu'on fera du bon travail. Ok, des bonnes préparations et Merci, bonne implantation à cet endroit-là. À bientôt, David. c'est très, à très bientôt. Mhm. Alors, Maurice, on n'arrivait pas à entendre ce que tu disais, ça Oui, coupait encore. je disais, j'étais même menacé physiquement en raison de mes fonctions. En 1995, je venais de prendre mes fonctions. Jacques Chirac était élu président. Il a repris les essais nucléaires dans le Pacifique. La France était vivement critiquée par les États-Unis sur un plan politique, mais ça aurait dû en rester là. Non, je recevais des lettres de menaces, des coups de téléphone de menaces. Un jour, un Américain est rentré au consulat, il a cassé la gueule aux jeunes coopérants qui étaient là Non. pour assurer pas la sécurité, parce qu'on n'avait pas normalement, on n'a pas besoin d'assurer la sécurité dans un pays comme les États-Unis, mais tout simplement pour filtrer les gens qui avaient des rendez-vous ou ceux qui n'avaient pas des rendez-vous. Un Américain est entré, il lui a cassé la figure parce que il était contre la politique nucléaire de la France. Voilà un exemple, mais j'en ai eu des Ah oui, mais ça, tas d'autres. c'était un déséquilibré, on va dire. Un vrai déséquilibré, c'est ça, c'est Oui, pas, oui, voilà, c'est ben pas un oui, diplomate oui, oui, américain. C'est un oui. individu lambda, ok, ok. Oui, oui, non, mais bien sûr, les menaces que je recevais par lettre et par téléphone, c'était pas les diplomates, c'était pas D'accord. les officiels américains, c'était l'américain lambda. Mhm. Mais la sécurité, c'est ça. Ouais. C'est quelque chose Et qui se savoir fait pas en Chine. filtrer, ouais. En Chine, on va pas appeler un consul général ou un ambassadeur pour le menacer parce que son pays a adopté telle ou telle position politique. D'accord. Ça n'existe pas. Voilà. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut Ap- finir cette émission sur un sujet qui vous ap- tient à cœur? Après, je voulais rajouter, je pense que le fantasme du crédit social pour les Européens, et en tout cas pour les Français, c'est que ça s'est surtout propagé avec l'histoire du Covid. Parce que on a parlé du pass sanitaire chinois, alors que en réalité, le pass sanitaire chinois n'était pas aussi
embêtant que Contraignant. le pass sanitaire français qui est devenu vaccinal par la suite. Je pense que c'est une des peurs des Français, des Français, c'est que si on applique ce qui se passe en Chine, j'ai l'impression qu'on va l'appliquer pire que ce qui se passe en Chine, en fait. Comme le crédit social, ça va peut-être pas être porté sur les discussions sur Internet, langage sur les discours de haine. C'est pas vraiment, en fait, là, c'est pas très défini légalement, ces genres de choses-là. Et donc, voilà, sur ce point-là. Et moi, je sais que, justement, Maurice disait, la première des libertés, c'est pouvoir circuler librement et en sécurité. Et moi, quand il y a eu le Covid, j'ai pu circuler dans la Chine parce que, en fait, il y avait des contrôles dans les zones infectées par le Covid, mais pas dans l'intégralité de la Chine, en fait. Quand en France, il y avait le blocus, c'était tout le monde qui devait rester chez soi. Alors qu'en Chine, ça n'a pratiquement jamais été ça, à part dans les zones concernées par l'épidémie. Moi, à Canton, j'ai subi vraiment l'épidémie du Covid, en fait, que pendant, je crois que c'était décembre 2023. Non, c'était décembre 2022. Décembre 2022 et janvier 2023, juste avant que ça s'arrête. Et ça a duré pendant 2 semaines et je pouvais encore sortir chez moi, aller au Starbucks prendre un café et je rentrais. Mais Oui, sinon, et je pouvais, et quand c'était tranquille, on va dire, je pouvais voyager, et les billets d'avion d'ailleurs étaient assez bas au niveau du prix, donc on pouvait voyager, on pouvait se déplacer sans aucun problème. Bien sûr, on ne pouvait pas sortir de Chine, parce que si on sortait de Chine et qu'on voulait re-rentrer dans Chine, là, il fallait faire 2 semaines de je me rappelle même comment ça s'appelle, de Quarantaine. quarantaine. 2 semaines de Voilà, deux quarantaine. semaines quarantaine. En Voilà. réalité, pour ce qui concerne Mais sinon, oui, mais voilà. Mais sinon, en réalité, on n'a pas été aussi impacté que les Français qui vivaient en France et qui devaient rester vraiment chez eux. Voilà. Ceux qui ont été pas impactés par pareil, c'était vraiment que les habitants, par exemple à Shanghai quand il s'est passé l'infection du Delta pendant un mois ou à Wuhan. Mais le reste de la Chine vivait normalement et pouvait sortir, aller au restaurant, aller au cinéma, aller au bar. J'ai vraiment jamais été pratiquement impacté par ce Covid-là. Voilà. Ni mes affaires d'ailleurs. je, Bah, je- donc j'a- c'était vraiment. j'abonde dans le sens de Ludovic. En réalité, la gestion de la crise sanitaire en France a été extraordinairement plus sévère, extraordinairement plus sévère que la gestion chinoise. On a d'abord copié la Chine au début, puis ensuite on est entré dans un délire de sanctions et de contrôle que je pense aucun pays dans le monde n'a connu. Ça, j'en suis tout à fait d'accord avec Ludovic. Par ailleurs, le crédit social, on conclura là-dessus, le crédit social, pour moi, ça fait partie des points qui permettent de développer cette sinophobie que je dénonce. C'est la critique systématique de la Chine pour des raisons idéologiques, pour des raisons politiques, d'alignement, je dirais même politique, par rapport aux États-Unis. Et les gens parlent de choses qu'ils ne savent pas, ils fantasment sur des choses qu'ils ne connaissent pas, mais c'est un instrument de critique purement idéologique. D'accord. Moi, j'ai une dernière question sur la situation de la Chine et plutôt sur l'économie. Beaucoup de Français se posent des questions sur la Chine et sur l'avenir. Est-ce que l'économie chinoise va bien? Est-ce qu'il y a du travail? Est-ce que c'est l'avenir ou pas? Beaucoup misé sur la Chine il y a quelques années. Maintenant, on se pose des questions. Est-ce que c'est la Chine l'avenir? Est-ce que c'est plutôt, je sais pas, le Cambodge, le Vietnam, le Japon toujours? Voilà. Comment vous voyez les choses? Toi, Ludovic, par exemple, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as des projets? Tu es expatrié en Chine pendant encore 1, 2, 3 ans ou est-ce que tu veux rester, on va dire, indéfiniment? Est-ce que tu as confiance en Ah, l'avenir? Est-ce que ça va, est-ce que la Chine, c'est toujours la prochaine superpuissance? Comment tu vois les choses? alors, peut-être que le Covid a fait beaucoup de mal à l'économie chinoise parce que il y a eu quand même
on va dire, des dépenses incongrues dans les tests et tout ça. Après, il y a également le problème des propriétaires fonciers, enfin les constructeurs d'appartements qui commencent à avoir la bulle immobilière qui commence Oui, à Evergrande et d'autres. éclater en Chine. Voilà. Après, bon, moi, quand je suis arrivé en Chine, il y a 10 ans déjà, je trouvais les prix déjà tellement fous. Donc, je pensais il y a 10 ans, je pensais que ça allait pas durer cette histoire de bulle immobilière, que ça allait bientôt exploser. Je pense que si moi je le pensais, je pense que le gouvernement était déjà préparé plus ou moins. Là, ils sont en train de mettre en place des réformes. Justement, ils viennent de faire un plénium de l'économie sur les questions économiques. On va avoir les comptes rendus dans la semaine ou dans le mois en tout cas. Et une des mesures économiques, ça va être imposer une TVA sur la vente des appartements, ce qui n'était pas le cas déjà, ce qui n'était pas le cas avant. Marc, Oui. Ludovic, excuse-moi de t'interrompre. J'ai ma batterie qui arrive, qui est en train de se vider dangereusement. Donc, je suis obligé de vous quitter. Je Ah, voudrais tout simplement dire vous dire ceci. L'économie, c'est un sujet extrêmement important. Je propose que cela donne lieu à un prochain entretien où on ne parlera que de l'économie, parce que vraiment, c'est un sujet fondamental. OK? Très Si vous bien, êtes faisons d'accord, ça. si vous êtes Rendez-vous. d'accord, faisons comme ça. Et moi, je vous dis au revoir, parce que là, Pas de problème. Merci beaucoup, Maurice. De toute façon, on a fini. Ça fait bientôt 2 heures, je crois. oui, Euh, oui, absolument. voilà. Merci pour ta Allez, contribution. À à bientôt, Maurice. Bye au bye. bientôt. revoir. Voilà. Je te laisse finir, Ludovic. Alors, où j'en étais? Non, justement, Tu me donc parlais de voilà, la crise immobilière et ensuite la pour crise, comment tu la vois la crise, suite. la crise immobilière qui va arriver, mais bon, je pense que le gouvernement était déjà plus ou moins en train de préparer le coup. Donc, ils sont en train déjà de sortir, de mettre la TVA sur la vente des appartements, ce qui n'était pas le cas. Après, on parle également du problème avec la décroissance, enfin, avec la baisse de la natalité et puis surtout de la démographie. Euh, je pense que c'est pas forcément un mal parce que il n'y a peut-être pas besoin d'avoir autant de personnes désormais avec les nouvelles technologies, que ce soit la robotisation, l'IA et tout ça. Déjà, actuellement, il y a un chômage assez élevé pour les jeunes. Mais bon, je pense que d'ici quelques années, 1 ou 2 ans, ça devrait être réglé cette question-là. Donc, je ne m'inquiète pas forcément pour la Chine, surtout que contrairement aux, contrairement aux autres pays, aux pays occidentaux en tout cas, il n'y a pas une alternance droite-gauche qui va tous les 5 ans casser le plan prévu sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc, cette alternance, comme en France, ces alternances font que tout ce qui a été pratiquement fait les 5 dernières années vont être modifiés ou être abrogés, tout ça. En Chine, ils ont décidé que le pays, comment dire, la direction du pays était dans cette direction, était dans ce sens-là, et qu'on a 10, 15 ans, 20 ans pour le faire, et on ne va pas en débordre. On ne va pas changer de cap tous les 5 ans. Donc, sur ce plan-là, je suis assez rassuré. Il y a une économie qui est quand même assez planifiée. Et puis, ils essayent de s'ouvrir, comme j'ai dit, avec les histoires de visa, avec la fin des règles, par exemple, pour les entreprises sur le superviseur chinois. Donc, je pense qu'ils essayent d'amener davantage d'étrangers en Chine pour ouvrir des entreprises et régler ce problème du chômage. Après, ils pourront peut-être pas lutter forcément sur, par exemple, les pays d'Asie du Sud qui commencent à se développer un peu et qui vont avoir des prix plus compétitifs par rapport aux productions industrielles on va dire, la petite industrie, que ce soit des clous, des chaussettes, des choses comme ça. C'était un peu ce qu'on pensait avant, que la Chine ne fera que des chaussettes et nous, on leur vendra nos TGV. C'est ce qui se passe maintenant dans le sud de l'Asie. Ils commencent à se développer, à pouvoir avoir une base industrielle. Et donc, la partie industrielle, la petite industrie va aller se délocaliser en Chine, en Asie du Sud. Donc, ils n'auront pas besoin d'autant de monde, en fait. Donc, cela
va correspondre à la baisse démographique. Ça D'accord. n'aura Ça a pas du un sens. vrai impact. Et puis maintenant, c'est la Chine qui vend ces TGV partout en Asie, dans Voilà. le monde, même en Et maintenant Afrique, c'est eux qui etc. font C'est de la Chine la qui haute construit tout. Ouais. technologie. Mm. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Ludovic. On va essayer de De faire rien. ce genre d'émission régulièrement et voilà. On reste en contact. Bonne D'accord, soirée. merci, au revoir. Bonne Ciao. soirée. À Au revoir. bientôt. Ciao. Bye bye.